J'ai vu plein de films récemment et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Il y a quelque chose qui vont changer concernant ce format de vidéo qui va continuer, mais pas au même rythme que d'habitude parce que j'arrive pas à gérer ce genre de vidéo une fois par mois. Parfois, il y a trop de vidéos à sortir en début de mois, du coup, ça décale ce genre de vidéo constamment. Du coup, maintenant, j'arrête le concept par mois. Je sortirai cette vidéo quand il y aura assez de films à critiquer. Je vais aussi séparer les séries de ce genre de vidéos et je ferai des vidéos sur les séries de temps en temps. Comme ça, je me force pas à parler rapidement d'œuvres. Je me mets pas cette deadline que je peux pas gérer de tous les mois, mais le concept va rester, c'est juste que je le ferai quand j'aurai des choses à dire sur des films et aujourd'hui j'en ai. Et je ferai ça pour les séries séparément, pour les jeux vidéo séparément quand j'aurai assez de contenu. Comme ça je pourrais parler, je sais pas, de 2 films même en zone vidéo qui peut être sympa. Je vais y aller par ordre de préférence évidemment, mais encore une fois ne prenez pas trop ce classement au sérieux. J'exclus tous les films que j'ai critiqués en critique à chaud ou tous ceux que j'ai regardés pour faire d'autres vidéos. C'est un avis rapide, pas de spoiler, et je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. On va commencer avec le pire film que j'ai vu récemment, qui est aussi celui que j'ai vu le plus récemment, c'est The Gorge sur Apple TV+, de Scott Derrickson. The Gorge sur Apple TV+, c'est l'histoire d'un Américain et d'une Lituanienne qui sont face à face au-dessus d'un précipice. C'est justement ça qui les sépare et en bas de ce précipice, il y a quelque chose. On ne sait pas ce que c'est et ils doivent surveiller ce précipice. Ils sont là pour une mission d'1 an, sauf qu'ils vont développer une relation amoureuse l'un avec l'autre alors qu'ils sont littéralement à l'autre bout et ils vont essayer de se rejoindre, mais en même temps, ils vont devoir protéger le précipice. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire que j'ai bien aimé le début lorsqu'ils ont leur petite relation, lorsqu'ils commencent à tomber amoureux. C'est un film de Saint-Valentin, du coup il est sorti pour la Saint-Valentin sur Apple. Il y a un petit truc un peu charmant, c'est ces 2 militaires ou mercenaires qui font des trucs un peu illégaux dans une mission un peu secrète et des choses comme ça. Et leur alchimie est plutôt cool, mignonne, sans être exceptionnelle. Et en vrai, c'est pas mal. Sauf que, j'ai envie de vous dire un truc, le film dure 2 heures. 2 heures et au bout des 40 premières minutes, ils descendent dans le précipice et là, le film change drastiquement. Ça devient une sorte de film d'action qu'on a vu 1 milliard de fois sur les plateformes de streaming. Et je me suis dit, au moins, ça va être horrifique, un truc, parce que Scott Derrickson, c'est globalement réalisateur d'horreur, généralement. Mais non, pas du tout. Ça devient un film d'action, plein d'effets spéciaux discutables, des contours de décors que tu vois constamment. Oui, il y a des créatures un peu sympas, des choses comme ça, des insectes et autres, j'ai pas trop envie de spoiler. Mais globalement, pour ceux qui ont vu l'affiche, tu t'attends à voir une sorte de gros monstre au milieu. Mais en fait, pas du tout. C'est juste une question de perspective. Il n'y a pas de gros monstre, sans vous spoiler encore une fois. Mais c'est pas du tout le film que vous pensez. Il y a un truc un peu guerre froide qui est représentatif ici, évidemment, avec le fossé et l'Amérique et la Lituanienne qui bosse pour le gouvernement russe. Il y a ça, et en vrai, dès qu'ils sont en bas dans le précipice, c'est dur d'en parler sans spoiler, ça devient juste un film d'action beaucoup trop long, peu excitant, t'es toujours perdu dans la géographie, le lore qui crée est inintéressant, c'est vu 1 milliard de fois. On pourrait dire qu'il y a peut-être quelques créatures intéressantes, mais vu que c'est en mode full action, t'as même pas le temps de profiter de l'ambiance et tout, quel gâchis. Et il y a tellement de brume, tellement de trucs, parce qu'ils ont pas le pognon ou l'ambition de faire un truc qui a de la gueule, du coup c'est laid quoi. Le pire c'est qu'en dehors, ils ont dû filmer je crois en Royaume-Uni, en dehors c'est plutôt joli, tu vois, c'est des vrais décors j'ai l'impression, il y a une esthétique, mais en bas c'est horrible. Donc je suis désolé de Gorge, c'est un film d'action d'une stupidité, d'une banalité, comme on voit tout le temps sur le fond de streaming, et c'est décevant parce que j'aime les acteurs, j'aime ce qu'ils ont voulu faire ici, j'aurais dû aimer les créatures, j'aurais dû aimer le concept, l'univers, c'est le genre de truc que moi j'aurais kiffé normalement, mais là c'est tellement mis en scène de manière banale, l'histoire est trop longue, 2 heures pour ça, mais 1h30 c'était plié bordel. Ça se regarde, hein, mais ne perdez pas votre temps, il y a tellement mieux à faire dans la vie que regarder ça. C'est du gâchis, hein, parce que le concept aurait pu être vachement bien, si le scénario était juste meilleur et plus intéressant, et la mise en scène sauve pas le truc. Si on parle de choses qui auraient pu être meilleures, j'ai vu aussi Wolfman, et là j'étais aussi non pas déçu, mais plus généreux que je pense beaucoup de personnes parce que le film s'est fait défoncer. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est un couple et un enfant qui vont décider d'aller dans une maison de famille dans les montagnes afin de passer un moment ensemble, sauf que le père de famille va se transformer en loup-garou, plus ou moins en Wolfman pour être précis, et la famille va devoir faire face à cet homme. Et honnêtement, j'aurais bien aimé le film, qui est une adaptation ou une réadaptation plutôt du film des années 40, parce qu'en vrai, il y a des séquences horrifiques plutôt réussies. Pour le coup, j'en pense une avec une sorte de bâche, mais il y a aussi une vraie tristesse de cet homme qui se transforme en loup-garou et qui commence à trahir sa famille. Donc il y a un vrai truc de body horror, de mélancolie pas mal à l'œuvre. Et je pense que justement le film aurait dû se concentrer sur le cœur émotionnel avant tout, mais encore une fois il prend une tournure un peu trop action d'après moi, parce qu'en vrai tout ce qui est body horror, transformation, famille, trahison est pas mal. Mais ils ont gâché le côté un peu track, parce que tu vois il y a de belles forêts, j'ai l'impression que c'est en Nouvelle-Zélande que ça a été filmé, il y a de beaux endroits, et ils passent quasiment tout le film dans la maison, dans son huis clos, et ça marche un peu moins bien. Dehors c'était excitant, intéressant, t'as un loup qui chasse et tout, ça aurait été bien. Et les séquences horrifiques, il y en a qui sont inventives, d'autres pas. Honnêtement, ça se regarde, c'est passable. C'est pas un mauvais moment, hein, mais c'est malheureusement déjà vu, déjà oublié. Et il y avait du potentiel pour rendre bien meilleur, mais c'est dommage qu'il l'ait pas fait. Autre film qui m'a laissé de marbre, c'est Présence de Soderbergh, son grand retour en théorie au cinéma, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et Présence, du coup, c'est l'histoire d'une entité surnaturelle qui filme, entre guillemets, l'histoire d'une famille. Parce que oui, le film est tourné du point de vue de l'entité, et on va voir, du coup, cette famille. Et c'est pas du tout un film d'horreur, pour le coup, c'est un drame familial du point de vue d'un fantôme qui va intervenir de temps en temps, mais quasiment jamais. Et
en gros, c'est une tentative intéressante qui nous plonge dans tout ce qui va pas dans cette famille, que ce soit les deux enfants, le couple, et c'est à nous de découvrir en même temps que l'entité pourquoi cette famille est en train de se décomposer. Et je pense que là, ça va être simple, ça passe ou ça casse. Moi, j'ai envie de vous dire que je me suis fait royalement chier. Je suis désolé de dire comme ça parce que c'est rare que je m'ennuie devant des films, mais alors là, j'ai trouvé le drame familial tellement prévisible. Il y avait rien qui était surprenant, intéressant. Le concept, j'ai trouvé fatalement assez raté. Alors, c'est un parti pris intéressant, hein, mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose d'intéressant au final à l'œuvre et au récit. La tentative reste intéressante, même si c'est pas la première fois qu'on a vu un truc comme ça. Ça parle de chagrin, de parenté, d'ennui, de plein de trucs. Ça peut être cool, mais je trouve qu'il y a aucune scène, aucun moment qui m'a surpris, qui m'a étonné, qui m'a fait ressentir des vraies émotions. J'ai tout regardé sans rien ressentir, et je pense que ça va beaucoup diviser parce qu'il y a des gens qui vont adorer, vont être plongés dedans, mais moi, je suis resté tellement de marbre devant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? Il se passe plein de choses, hein, mais j'ai rien ressenti par rapport à ces personnages, par rapport à cette ambiance, par rapport à la photo, par rapport à la mise en scène. Rien m'a surpris. J'ai trouvé ça assez banal aussi, et c'est un peu dommage. Et je pense que la fin va beaucoup énerver beaucoup de personnes, tellement elle est un peu tirée par les cheveux. Elle est pas illogique, hein, d'après moi, mais elle est un peu tirée par les cheveux. Ensuite, j'ai vu le fameux Baby Girl, et là, j'ai envie d'en parler parce que pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire d'une PDG d'une entreprise qui commence à flirter un peu dangereusement avec un jeune stagiaire, et ils vont commencer une relation un peu BDSM, et c'est du coup Nicole Kidman qui porte ce film avec Harry Dickinson. Tous les deux sont excellents, et je trouve que d'ailleurs tous les acteurs sont excellents pour le coup. Là, il y a rien à dire. Aussi, évidemment, et surtout, même j'ai envie de vous dire Antonio Banderas, mais du coup, c'est un film sur le flirt, sur comment cette femme PDG, qui est mère de famille, a quand même envie d'être soumise à un jeune homme, ce qu'elle ressent, ses émotions conflictuelles, ce qui est plutôt pas mal, je trouve, dans l'œuvre. C'est une sorte de thriller érotique de bureau, comme on voyait souvent à l'époque. Et j'aime beaucoup la tension sexuelle au début, l'interdit qui se crée au fur et à mesure, les règles qui s'installent. Il y a un côté un peu sulfureux, passionnant, fort, et en même temps, moralement mauvais. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est quand même, t'as du mal à détester ces personnages-là qui font quelque chose qui est pas bien, surtout Nicole Kidman, qui est en plein adultère, disons les choses. Mais je trouve que le film se perd un peu rapidement dans beaucoup de choses. Moins fascinante, plus simple, plus manichéenne, alors que le début était plus fascinant, je trouve, parce qu'il y avait des vraies émotions contraires, mais plus t'avances dans le film, plus c'est simple, plus c'est du déjà vu. Il y a quand même beaucoup de maturité dans les relations avec les personnages, et ça j'ai bien aimé, mais ça tourne un peu à la rom-com, sexy, cliché, ce qui est un peu dommage, et au drame familial, moins fascinant. Encore une fois, hein, c'est bien, je pense qu'il n'y a aucun mauvais film fondamentalement dans cette liste, mais je pense pas que je vais m'en rappeler non plus. Ensuite, j'ai vu le film de Pedro Almodovar, La chambre d'à côté, qui raconte l'histoire d'une femme qui a décidé de se suicider. Et pour cela, elle va prendre une pilule, mais elle sera accompagnée d'une de ses amies. Et chaque matin, son amie doit vérifier la chambre d'à côté pour voir si la femme en question s'est suicidée. Et du coup, c'est une sorte d'exploration du chagrin, de la vie passée, de comment on accepte qui on était, l'héritage, le deuil, comment justement on se prépare à la tragédie. Et je trouve que c'est un beau film, fatalement, qui jongle bien avec le talent des actrices qui sont géniales. Toujours une photo très Almodovar, hein, pour le coup, à la fois colorée et parfois froid. Il y a une sorte d'humour noir qui s'installe aussi, qui est pas mal. C'est à la fois un bel hommage à la vie et à l'amitié, avec pas mal de séquences de stress. Hein. Chaque vérification de cette fameuse porte est assez stressant, intense. Et il y a un côté mélancolique qui est beau, et t'as presque envie que cette femme se suicide, en fait. Parce qu'elle est malade, hein. C'est pas comme ça, elle se suicide sans raison. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est l'acceptation de la mort, et en même temps, l'impact que ça a sur les gens autour de toi, et à quel point il arrive à réconcilier ses émotions. C'est un beau film, je trouve. Pas spectaculaire en termes de mise en scène, pas spectaculaire en termes de scénario. Je trouve qu'il est quand même assez simple, mais il est touchant, il est beau, il va marcher sur beaucoup de spectateurs. Et c'est presque étonnamment un feel-good movie. Je sais pas comment vous l'expliquer, tu ressors assez joyeux de l'œuvre. Et j'aime beaucoup comment Almodovar gère ses couleurs, mais c'est pas son film le plus mémorable. Mais si vous voulez le regarder, vous n'allez pas être déçu, je pense. Un autre film qui est sorti récemment s'appelle Sing Sing, et non, ce n'est pas une comédie musicale. Sing Sing, c'est le nom de la prison dans laquelle se trouvent ces détenus qui veulent retrouver un peu une joie de vivre et une âme via le théâtre. Et oui, il y a des cours de théâtre, et c'est eux qui écrivent, qui jouent dans ces pièces. Et c'est du coup forcément un film sur l'art, sur comment on crée de l'art, comment on arrive à gérer les différents problèmes d'une production, mais surtout un film sur à quel point l'art est important pour les humains et que tout le monde mérite l'art, même des prisonniers qui ont fait des choses horribles parce que c'est une prison assez hardcore. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des vrais prisonniers qui sont dans l'œuvre, et c'est une approche qui mélange du coup art, théâtre et en même temps univers carcéral avec tous les problèmes. Alors oui, le côté univers carcéral est un peu plus cliché et déjà vu 1000 fois, mais le côté art mélange des deux, la photo et la mise en scène qui met en avant les performances de ces acteurs-là, littéralement sur scène, et en même temps les conflits qu'il y a d'un point de vue artistique et humain et comment ces personnalités s'opposent et se choquent. Bah c'était bien. Ils parlent de leur passé, de comment celui-ci les rattrape, et en même temps c'est à la fois conflictuel et beau. Ça parle d'espoir, de défaite et plein de choses vraiment touchantes. Tous les acteurs sont excellents, Colman Domingo hors du commun comme d'habitude, c'est l'une des plus belles révélations de ces dernières années, et une vraie douceur se dégage du film. Pas inoubliable, hein, mais c'est mignon et touchant, et je peux vous le conseiller. Là, c'est un film qui est sorti sur Prime récemment qui s'appelle The Order. Alors pour ceux qui veulent voir des nazis se faire chasser, c'est pour vous ce film. Alors attention, c'est pas un film d'action, mais plutôt une sorte de thriller d'enquête. En gros, pour faire simple, il y a dans une ville aux États-Unis une armée d'Aryens, de nazis, qui préparent des attentats. Et au fait, c'est inspiré de l'histoire vraie parce qu'ils vont prendre un peu la genèse de beaucoup de mouvements néo-nazis aux États-Unis et comment ils sont créés, comment ils opèrent. Et c'est fascinant de plusieurs points de vue. Le côté enquête avec
avec Jude Law est assez simple, déjà vu, mais il joue un peu le bad cop du FBI qui enquête sur ces gens-là avec de mauvaises méthodes. Et en même temps, il a une sorte de recrue qui bosse avec lui et ils ont une relation plutôt touchante et qui est cool. Ce qui est intéressant, c'est le nazi. C'est le côté Nicholas Hoult qui joue le leader, entre guillemets, de ces suprémacistes blancs. Et en gros, c'est comment lui va propager ses idées. C'est ça qui va être fascinant dans le film. C'est que oui, ce sont des terroristes, mais en même temps, il va lire des histoires de nazis à ses enfants. Il va apprendre à son gosse de 3-4 ans à tirer avec une arme. Et c'est plein de petits détails comme ça sur la propagation des idées et comment même des gens qui ne sont pas des blancs vont rejoindre ce mouvement-là et pourquoi. Et je trouve que idéologiquement, c'est fascinant à quel point rien n'a changé, c'est ça qui est le plus triste, et à quel point ces idées se propagent facilement. Et en même temps, c'est un thriller vraiment bien mis en scène, de très beaux décors, de belles montagnes qui sont filmées au Canada, je viens de vérifier, mais bref, c'est un beau film, divertissant, stressant, angoissant à certains moments, mais qui est idéologiquement très dur à regarder parce que ce sont des choses qui reflètent de plus en plus dans notre société aujourd'hui et c'est le genre de film dont on a besoin pour se rendre compte qu'on est de plus en plus entouré par des nazis. Voilà. Non mais blague politique à part, c'est un bon film que je vous conseille, que vous allez beaucoup aimer et qui crée une ambiance de thriller qu'on aime bien voir et ça c'est cool. On reste chez les terroristes et c'est peut-être pas la transition que je voulais faire à la base, mais j'ai vu Septembre 5. Septembre 5, ça raconte l'histoire des attentats de Munich en 1972 où justement les athlètes israéliens ont été capturés par des terroristes. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement au film de Spielberg, Munich, ça parle de la vengeance et des représailles de cet événement par le Mossad. Très bien Munich, on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez. Mais Septembre 5 prend le point de vue des médias. C'est-à-dire qu'on va voir justement une équipe américaine qui va être à côté des attentats, qui sont là pour couvrir les Jeux Olympiques, qui vont commencer à filmer tout ce qui se passe. Donc c'est en huis clos, ça se passe quasiment que dans la station de diffusion de cette radio / chaîne de télé. Et ce qui va être intéressant, c'est différentes choses à différentes échelles. D'un côté, est-ce que tu veux filmer d'un point de vue éthique les attaques, la violence, montrer les visages des terroristes? D'un côté, il faut négocier avec les chaînes, de l'autre côté aux States, parce qu'ils sont en Allemagne. Comment est-ce que les employés vivent ce qui est en train de se passer? Parce que c'est la première attaque terroriste filmée de l'histoire. Donc en fait, c'est un thriller huis clos sur l'éthique journalistique. Et c'est fascinant, et j'aime beaucoup le côté analogique de l'œuvre, parce que oui, c'est à l'époque, du coup il y a de la pellicule, et ça montre un peu le processus de création de ces productions de une, mais c'est surtout une allégorie pour comment l'éthique et la morale est déconstruite un petit peu, en plus du fait de devoir réaliser ce qui se passe comme un film. Chaque bouton, chaque pellicule qui est traitée, chaque mouvement qui est fait, vu que c'est des étapes qui sont longues, il y a un truc où ils vont de plus en plus loin pour une chose qui est peut-être immorale. Et ça, c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, ça, c'est banal. Donc, c'est surtout le reflet de l'être humain face à l'horreur qui est montrée ici plus qu'autre chose. On dirait une capsule d'un monde d'avant avec des performances incroyables. Tous les acteurs sont excellents, rien à dire. Et on voit le traitement radical de comment nous, en tant qu'humains, on a changé et les médias aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, justement, le montage est excellent parce que ça joue beaucoup avec nos émotions. Bref, c'est vachement bien. Si vous voulez voir Septembre 5, allez-y parce que ça sera un très bon moment. Vous allez vous en rappeler de celui-ci pour le coup. Ensuite, j'ai vu le film d'animation Mémoire d'un escargot qui m'a mis une belle claque pour le coup. C'est bizarre parce que lorsque je l'ai vu, j'ai fini ma séance, ça dure 1h30, je me suis dit c'est sympa, mais plus le temps passe, plus j'y pense. Je crois que j'ai mis 3,5 sur Letterboxd, mais je pense qu'à la fin d'année, je mettrai genre 4 ou peut-être même plus, on verra avec le temps. C'est un film d'animation en stop motion d'ailleurs, un film australien avec l'incroyable Sarah Snook dans le rôle principal, qui raconte l'histoire d'une sœur et d'un frère qui sont hyper heureux ensemble, mais évidemment leur famille est brisée à cause de drames et ils sont séparés, chacun dans une famille, chacun d'un côté de l'Australie. Et forcément, il y a un véritable mal-être qui se crée dans leur vie parce qu'ils sont pas du tout heureux dans leur famille, dans leur vie au quotidien. Et ce qui est cool, c'est que cette histoire-là, ça sera un peu des slice of life, donc des petits moments de vie de plein de personnages différents autour d'eux qui va refléter leur propre identité, leur propre vie et ce qu'ils veulent faire. Du coup, c'est un vrai film existentiel sur la jeunesse. C'est aussi une capsule temporelle d'une époque, t'as l'impression que tu ressens bien alors que c'est de la stop motion. Et justement, ça va tacler plein de sujets, sensibles ou pas, comme la vieillesse, comme le chagrin, comme l'amour, les relations, les problèmes familiaux, la parenté et même le fondamentalisme religieux. C'est les années 70, si je dis pas de bêtises. On est vraiment plongé dans ces petits moments de vie et qui créent une fresque assez belle d'une époque sur plusieurs décennies. Et c'est beau, c'est touchant, c'est mignon. C'est pas un film pour les enfants, je précise. Il y a beaucoup de violence. Que ce soit sexuel, relationnel, c'est violent. Il y a un côté un peu désespoir de la vie, mais il y a aussi toujours une échappatoire et de l'espoir, et c'était beau. Donc honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai du mal à départager les deux prochains films, mais je vais commencer avec Les Feux Sauvages, qui est un film assez intriguant. Pourquoi? Parce que c'est un film qui sera coupé en deux parties. Premièrement, on va être dans la Chine de l'époque, avec un mode un peu documentaire. Genre 40 minutes du film, tu vois genre la vie d'une ville industrielle en Chine, à la fin des années 90, début années 2000, qui vit sa vie paisiblement. C'est la pauvreté, c'est les relations amoureuses, c'est la vie en société. Tu vois un peu cette Chine à ce moment-là, et comment les gens vivent, mais vraiment sans scène presque. C'est juste un documentaire, t'as l'impression. Pour le coup, là, on est vraiment dans une capsule temporelle assez unique. Mais du coup, t'as quelques personnages que tu vas suivre dans la deuxième partie du film, qui seront un peu en voyage, mais presque pèlerinage amoureux, et t'as cette présence un peu religieuse, qui vont traverser la Chine pour trouver du travail, pour changer leur vie, pour l'amour. Et c'est assez hypnotisant, je trouve, parce que via le regard de ces personnages qui se recherchent eux et se cherchent entre eux, il y a
a le visage de la Chine qui a changé sur plusieurs décennies. Je veux dire, le film s'arrête environ aux alentours du Covid. Et ça montre comment le pays a changé. On entend beaucoup la radio, on voit la musique qu'ils écoutent, on voit plein de choses. Comment les relations avec les autres pays ont changé. Il y a un côté très géopolitique qui est fort parce que ça impacte la vie des gens. Et ça met presque la vie humaine au centre de tout ça, mais sans jamais de confrontation presque. Il n'y a pas vraiment de problème à résoudre dans le film. Tu vois ce moment d'une vie sur plusieurs décennies de quelqu'un et du pays qui a changé avec. Et c'est beau, c'est touchant. C'est à la fois l'évolution d'un pays et la recherche aussi de soi-même, l'évolution technologique, l'impact que ça a sur les relations et l'immersion assez folle, je trouve, et mémorable de plein de séquences qui sont à la fois belles, tragiques et encore une fois pleines d'espoir. Mais il faudra s'adapter un peu à la deuxième partie du film qui est bien différente, mais franchement au cinéma c'était assez beau. Et je trouve que la fin boucle assez magnifiquement le film. Et pour finir, j'ai beaucoup apprécié le film brésilien qui cartonne aux récompenses, Je suis toujours là. C'est un film qui parle de l'époque fasciste du Brésil, il y a quelques décennies déjà, et l'histoire d'une famille qui vit paisiblement jusqu'au moment où le père sera un jour pris par la police et ne reviendra peut-être jamais. C'est ça le but de l'histoire, c'est comment cette famille va gérer ses disparitions, comment est-ce que cette famille va elle aussi se déconstruire malheureusement de comment ils ont souffert tous ensemble à cause de cet événement. Et c'est ça qui va être beau, qui va être fascinant, qui va être fort. C'est une histoire vraie d'une femme qui s'est battue toute sa vie pour retrouver son mari. Donc évidemment c'est un film sur la famille, ce qui est évident, comment est-ce que cette disparition a impacté la vie de tout le monde, et c'est justement une grande famille avec plein d'enfants et ils ont tous un peu été impactés au fur et à mesure des années, parce que là aussi c'est un film qui se passe sur plusieurs décennies, et c'est ça qui est fort, c'est voir l'impact sur ses enfants, voir comment la mère gère tout ça, et l'actrice principale, Fernanda Torres, exceptionnelle. Il y a une performance qui est tellement légère, il y a un côté un peu Lily Gladstone, je trouve, comme il y a quelques années, il n'y a rien d'excentrique, elle est juste vide, t'as l'impression. Quelque chose est brisé en elle et elle est formidable parce que justement on va voir l'émotion et l'impact social et économique de cette disparition sur cette famille. Et encore une fois, étonnamment, c'est une fresque d'un pays durant une époque décisive sur plusieurs décennies jusqu'à un stade assez avancé face à la violence économique, sociale du gouvernement fasciste et comment est-ce que cette famille va essayer de passer à autre chose ou pas. C'est une belle œuvre, importante, émouvante, qui mérite clairement le détour d'après moi et qui vous rappelle à quel point le fascisme et les nouveaux gouvernements vont toujours éviter les responsabilités du passé, et c'est assez touchant de voir ça, tout en étant assez déprimant. Donc évidemment, je ne peux que vous conseiller ce film aussi. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus d'avis rapides, courts ou des lives, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.